17 juin 1939. Depuis minuit, la foule s'amasse devant la prison de Versailles. On y installe la machine. À côté, un panier en osier. Les heures passent, le ciel s'éclaircit légèrement. Il est 4h30. La porte s'ouvre. Eugène Wedman se présente. Tête baissée. Pas un regard. Pas une larme. Ses pieds sont entravés. Escorté par 2 gardiens, il atteint la guillotine. On le pousse sur la bascule. Le bourreau actionne le couperet. Survient un bruit sourd. La tête tombe. Le sang gicle. Une flaque rouge se répand sur les pavés. Le demi-corps est jeté dans le panier. La tête est ramassée. Il est 4h30 et 16 secondes. 16 secondes pour que la veuve rouge tranche le tueur au regard de velours. Des femmes débordent de la sécurité, se précipitent, trempent leurs mouchoirs dans le sang encore frais. À l'aube, le film de l'exécution est projeté, les photos diffusées. L'horreur est révélée. Elle oblige Édouard Daladier à interdire les exécutions publiques. C'est désormais caché que le crime se fait. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'État, Madame la présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Monsieur le Président de l'Ordre, Mesdames, Messieurs. À l'abri des regards, la Louisette continue de sévir. Les pouvoirs législatifs et exécutifs semblent bien peu s'en soucier. Le premier reste stoïque, le second aussi au gré de l'opinion publique. C'est donc dans le champ clos de la justice, déplore Badinter, que la peine de mort doit être combattue. Au sein des cours d'assises, d'abord, Badinter y exerce avec brio. Le temps du procès, l'avocat du condamné se fait le procureur de la peine de mort. Au sein de la Cour de cassation, ensuite. À l'époque, les arrêts des cours d'assises sont insusceptibles d'appel. Ceux qui décapitent ne font pas exception à la règle. Le pourvoi constitue dès lors la seule voie de recours à l'arrêt de mort. Malgré cela, il est perçu aléatoirement par les condamnés. Certains y trouvent l'espoir d'une vie. Le pourvoi est une corde qui vous retient au-dessus de l'abîme, écrit Michel Rousseau. D'autres le méprisent. « Je m'en fous pas mal, j'en veux pas de votre pourvoi », déclare Moussa Benzara à l'issue de son audience. Quoi qu'on en dise, le pourvoi sauve. Traditionnellement, la chambre criminelle casse 5 fois plus les arrêts de condamnation à mort que les autres arrêts qui lui sont déférés. Cette tendance à la censure s'est accrue depuis l'exécution d'Amida Djandoubi le 10 septembre 1977. 10 pourvois, 9 cassations. Selon les uns, la chambre criminelle accueille désormais de façon systématique les pourvois de condamnés à mort. Selon les autres, elle s'acharne à trouver un motif de cassation, fût-il plus ou moins fantaisiste. De quelque côté que l'on se place, la Cour de cassation se voit attribuer une tenace réputation abolitionniste. Celle-ci obligera l'avocat général Dulin, dans ses conclusions sur le pourvoi de Chara et Rivière, à réaffirmer la neutralité de la haute juridiction. « Je voudrais aujourd'hui qu'il soit mis fin à cette véritable entreprise d'intoxication qui tente à convaincre les citoyens appelés à composer un jury d'assises qu'il est inutile de prononcer la peine capitale prévue par la loi. J'affirme ici solennellement que tant que la peine de mort subsistera au sommet de l'échelle des peines, les arrêts de condamnation prononçant cette peine ne seront pas cassés si aucune irrégularité n'est relevée
est constatée dans la procédure. Les cassations successives tiendraient davantage au hasard qu'au militantisme. L'examen des arrêts semble le confirmer. Aucun revirement, aucune exception, aucun tempérament propre au condamné à mort, aucun moyen relevé d'office. Les moyens invoqués étaient toujours bien fondés. Il arrivait fréquemment que l'énoncé des questions soit entaché de complexité. La censure était alors si évidente qu'elle amenait parfois le ministère public à s'incliner. Dans l'affaire Carin, il ne s'est d'ailleurs pas limité à admettre le bien-fondé du grief, il l'a étoffé de nombreuses références jurisprudentielles. Il arrivait aussi que la chambre criminelle fasse application d'un principe constant de droit pénal. Pour Baudin, méconnaissance du principe non bis in idem. Pour Poletto, application rétroactive d'une loi pénale plus sévère. Il arrivait enfin que la cour d'assises omette une formalité ou méconnaisse la procédure applicable. Sur le pourvoi de portée, l'avocat général Elissalde avait invité la chambre criminelle à ne pas se livrer à des jeux de l'esprit, en sanctionnant une irrégularité de pure forme pour laquelle le législateur n'a prévu aucune sanction et n'a pas réellement préjudicié les intérêts de la défense. Mais à époques différentes, contrôles différents. Selon les mots de l'avocat général d'Avena, il existait au sein de la chambre criminelle une tradition. Tradition qui consistait à consacrer toute l'attention à une vérification scrupuleuse des règles de procédure, quelle que soit la gravité des faits. L'on comprend aisément que la gardienne des formes, qualifiée ainsi par le premier président Bellay, perpétue cette tradition à l'endroit de décisions insusceptibles d'appel qui tuent. Manifestement, la réputation de la Cour de cassation tient au sens de ces décisions, pas à leur contenu. Ce contenu est si anodin qu'il a fait l'objet d'un total désintérêt de la doctrine. On ne trouve qu'un commentaire d'arrêt en 5 ans, une critique de l'arrêt Maurice au recueil Dalloz. L'unique arrêt critiqué est l'unique arrêt de rejet. Maurice. Il n'est pas de meilleur exemple pour mettre à bas la réputation abolitionniste de la Cour de cassation, et par là même de saluer le travail des avocats au Conseil. Au sein de la Cour d'assises de Paris figurait en qualité d'assesseur un certain Henri Leclache. Il avait été nommé magistrat à titre temporaire et affecté par arrêté au tribunal de grande instance de Paris. L'irrégularité de cette affectation était démontrée par les avocats de Maurice, Philippe et Claire Vaquet. L'annulation de l'arrêté ne pouvant être prononcée par la chambre criminelle, ils sollicitaient un renvoi devant le tribunal administratif. Ils étaient confiants. Pour cause, la chambre criminelle accueillait régulièrement des demandes de renvoi facultatif. À l'audience, l'avocat au conseil plaide ce moyen. Vient le tour du conseiller rapporteur, André Braunschweig. Il se lève et affirme « Le sursis à statuer serait sans doute la pire décision que vous puissiez prendre. Il ouvrirait la porte à toutes sortes d'abus, car il suffirait désormais aux condamnés, pour retarder le moment où ils devront subir leur peine, d'alléguer qu'il y avait, parmi leurs juges, un juge mal nommé. » L'audience s'achève. La décision est rendue sur le siège. Les parties et leurs avocats sont invités à patienter dans la galerie Saint-Louis. Cette galerie d'ordinaire si majestueuse se transforme un instant en couloir de la mort. L'avocat au conseil le sait. Mais il sait aussi qu'Henri Leclache avait été mal nommé. Alors il s'arme d'un stylo et d'une feuille, rédige à la hâte une note en délibéré. En vain. Le 19 mars 1981, la chambre criminelle rejette le pourvoi. En l'absence de toute réclamation formulée au cours des débats, la nomination d'Henri Leclache est présumée conforme à la loi. Philippe Maurice est un mort vivant.
il lui reste encore un espoir d'éviter le froid de l'acier. À cette époque, le président Giscard d'Estaing est encore en poste. François Mitterrand est pressenti pour lui succéder, lui qui a fait de l'abolition l'un des thèmes de sa campagne. Après le quai de l'horloge, il faut jouer la montre. L'avocat au Conseil forme un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de nomination d'Henri Leclache. L'opération est une réussite. L'affaire est encore pendante devant le Conseil d'État quand François Mitterrand est élu le 10 mai. Dès le lendemain, Badinter rend visite au condamné. Il lui indique qu'il sera gracié et qu'il symbolisera l'abolition elle-même. Le 15 mai, le Conseil d'État annule l'arrêté de nomination d'Henri Leclache. Aucun doute désormais, la cour d'assises ayant condamné Philippe Maurice à mort était irrégulièrement composée. Ironie du sort, la chambre criminelle annulera par la suite d'autres arrêts rendus par la cour d'assises de Paris lorsqu'y siégeait Henri Leclache. Abolitionniste, la Cour de cassation ? Non. Rétentionniste ? Non plus. La gardienne des lois était légaliste, purement, simplement. Il n'en reste pas moins que ces décisions ont eu un double impact. Pour les condamnés eux-mêmes, d'abord, toutes les condamnations à mort cassées depuis 1977 ont été commuées par la Cour de renvoi. Quel que fût le motif de cassation, le contrôle opéré par la chambre criminelle a permis de sauver 8 vies. Répétons-le, par son contrôle, la chambre criminelle a sauvé 8 vies. Il faut dire que devant la Cour de renvoi, les mises en examen ont bénéficié de la plus solide des défenses. Badinter. L'avocat a offert de défendre gratuitement tous les condamnés à mort dont l'arrêt avait été cassé. Il a fait commuer les peines de Baudin, Yayaoui, Rousseau, Portet et Garceau. Les cassations successives ont affaibli la peine de mort. Ensuite, d'après le magistrat Denis Sala, l'automaticité des censures a participé à une progressive déconstruction judiciaire de la peine de mort avant l'abolition législative. À quoi bon prononcer une peine qui sera ultérieurement annulée, qui sera ultérieurement commuée ? Certains procureurs se le demandaient, puis refusaient de là demander. Prenons les affaires Garceau et Dussault. Garceau tue une adolescente en 1953, Dussault tue son épouse en 1958. Garceau est condamné à la réclusion à perpétuité, Dussault est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Garceau est libéré en 1972, Dussault l'est en 1974. Garceau tue sa collègue en 1978, Dussault tue sa patronne quelques mois plus tard. Garceau est condamné à mort, l'arrêt de condamnation est cassé, la peine est commuée en réclusion à perpétuité. Dussault profite de ce précédent. À l'audience, le procureur renonce à requérir la peine de mort en s'inspirant du cas Garceau. « Il y a 3 mois, dit-il, un homme était dans la même situation que celui-ci. C'était pourtant un personnage encore plus odieux. Je demande la réclusion à perpétuité. » Au-delà de sa jurisprudence, la Cour de cassation a œuvré pour l'abolition par ses membres. Il est rare que les magistrats déposent, selon l'expression de l'avocat général Lindon. Pourtant, lorsqu'il s'agit de peine de mort, les hauts magistrats ne se cachent pas. Le conseiller Marc Ancel, lui, n'hésite pas à étaler publiquement ses convictions. Il faut dire que depuis 1954, il prônait une philosophie pénale humaniste. Dans son ouvrage « La défense sociale nouvelle », il réclamait déjà l'abolition de la peine de mort. Cette peine
qu'il estimait incompatible avec les principes de base et la philosophie pénale du système fondé sur le respect de l'être humain et donc l'intangibilité de la vie humaine. L'influence de l'œuvre du conseiller fut immense. Badinter avouera qu'il était son maître, celui qui a ouvert la voie et l'a éclairé de sa conviction. Le conseiller Marc Ancel n'est pas la seule source d'inspiration de l'avocat. Devant les députés, il demandera l'abolition en se fondant sur les convictions du premier président Hédalot. Ces convictions, le plus haut magistrat de France les a mûries avec le temps. Dans son ouvrage Magistrat, débuté à l'automne 1974, il avouait n'avoir pas encore résolu sa réflexion sur la peine de mort. Si la peine de mort devait subsister, pensait-il, ce ne pourrait être que dans un ou deux cas bien précis. Il concluait ensuite « Le sang des hommes ne doit pas être confondu avec le salaire de la peur des autres. » Le 27 janvier 1977, la réflexion du premier président Hédalot est achevée. Il rédige une tribune pour exposer en quoi la peine capitale lui est devenue insupportable. « Je ne crois plus, écrit-il, que l'on puisse continuer à enfermer le juge dans le plus cruel des dilemmes. Au contraire, poursuit-il, je crois profondément, gravement, que le problème de la vie ou de la mort ne doit plus se poser à la justice de notre pays. » 2 jours plus tard, le bâtonnier de Paris reprend ses propos lors de la rentrée de la conférence du stage, devant le président Giscard d'Estaing, qui ne réagit pas. En février, la commission de réforme du Code pénal, qu'Hédalot présidait aux côtés d'Adolphe Touffet et des conseillers Coucoureux et Robert, transmet son rapport à la chancellerie. Ce rapport reprend l'évolution de la pensée du magistrat. Il propose que, dans un premier temps, le champ d'application de la peine capitale soit réduit à 3 cas, avant, dans un second temps, d'être définitivement abrogé. En juin 1977, la mobilisation abolitionniste s'intensifie avec l'organisation de 3 journées d'études. Un homme s'illustre particulièrement, le conseiller Braunschweig. Celui qui proposera le rejet dans l'affaire Maurice participe à 2 journées. La première à l'Institut de criminologie de Paris, la seconde pour Amnesty International aux côtés de Badinter. À chaque fois, il argumente en faveur de l'abolition et d'une peine de substitution. Des mots de Badinter, avec qui il entretenait une amitié discrète, le conseiller Braunschweig était un abolitionniste convaincu, un grand militant abolitionniste. L'avocat verra en Braunschweig l'instigateur des cassations successives de la chambre criminelle. Il écrira que les condamnations à mort prononcées en 1977 avaient toutes été cassées grâce à l'autorité juridique et aux convictions abolitionnistes du conseiller Braunschweig et du doyen Malaval. D'autres auteurs partageront cet avis. Difficile de leur donner raison après l'affaire Maurice. Pour autant, le conseiller a marqué l'abolition de son empreinte. Sur le plan juridique d'abord, sur le plan politique ensuite. Le 27 mai 1981, Braunschweig est nommé directeur du cabinet de Maurice Faure avant d'être, 1 mois plus tard, celui de Robert Badinter. C'était pourtant lui qui, 15 ans plus tôt, alors qu'il était encore juge d'instruction, avait inculpé François Mitterrand d'outrage à magistrat. Le travail politique de l'ancien conseiller est centré sur l'abolition de la peine de mort. Il participe activement à la rédaction du projet au mois d'août. Le 18 septembre, le projet de loi est voté. Les résultats s'affichent sur le tableau électronique de l'Assemblée. Badinter et Braunschweig sont là, ensemble, pour constater leur réussite.
Il était aussi ému que moi, nous nous embrassâmes, racontera Badinter. En cet instant unique, nous partageâmes la joie d'être présents, côte à côte, dans cette victoire pour une justice qu'André Braunschweig a si intensément servie. Désormais, c'en est fini. C'en est fini du bourreau et de son couperet. C'en est fini de la guillotine et de son acier. C'en est fini des têtes tranchées. C'en est fini du sang. L'abolition est acquise. La mission de Braunschweig est accomplie. Il quitte son poste dès le mois d'octobre. Il sera nommé président de la Chambre criminelle en février 1982. De courage, Badinter ne manquait pas. Malgré les injures, malgré les menaces, jamais il ne recula. De courage, la Cour de cassation ne manquait pas. Malgré les critiques, jamais elle n'abandonna son rôle de gardienne des lois. Grâce à son contrôle rigoureux, Hamida Djandoubi restera la dernière personne exécutée en France le 10 septembre 1977. En ses membres, Badinter put trouver un soutien juridique, amical, moral, et achever sa quête d'une justice qui ne tue pas.